Des artisans de tout le pays se rassemblent pour rendre hommage à Amber Czech, tuée lors d'une attaque brutale sur son lieu de travail. Ce n'est pas la faute d'un seul individu. C'est toute la culture de travail des hommes dans les métiers manuels qui a échoué aux femmes comme Amber Czech. À présent, l'homme accusé d'avoir fracassé la tête de la jeune soudeuse avec une masse pourrait faire face à des chefs d'accusation aggravés. Nous examinons de plus près les dernières nouvelles d'une salle d'audience du Minnesota, alors que la famille d'Amber se prépare à passer la saison des fêtes sans elle. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Les habitants de Cokato, Minnesota, tentent encore de comprendre cette violente scène sur le lieu de travail. Mais l'histoire d'Amber Czech s'est répandue bien au-delà de cette petite ville. Amber Czech, âgée de 20 ans, travaillait lors de son service chez Advanced Process Technologies. Advanced Process Technologies tôt le matin du 11 novembre, quand son collègue, un homme 2 fois plus âgé qu'elle, nommé David DeLong, se serait approché de son poste de travail et l'aurait frappé à la tête avec une masse. Selon le procureur du comté de Wright, Brian Lutz, une vidéo de surveillance à l'intérieur de cette usine a filmé David DeLong, s'approchant d'Amber, saisissant la masse avant de commencer à la brandir. L'attaque elle-même a eu lieu hors caméra, mais Lutz affirme qu'il est clair ce qui s'est passé. En fait, une plainte pénale déposée contre DeLong indique, je cite, « L'accusé porte des gants au moment des faits ». On observe l'accusé en train de saisir une masse sur le poste de travail de la victime. La vidéo montre l'accusé brandissant la masse vers la victime, hors champ. Le premier coup de masse de l'accusé est un mouvement horizontal, ce qui correspond à une victime debout. À quelle fréquence enregistrez-vous une attaque ou un meurtre présumé sur bande? Parce que c'est ce que les procureurs auraient ici. La plainte allègue qu'après cette attaque apparemment non provoquée, DeLong est passé devant un autre collègue masculin et a dit quelque chose comme, je cite, « Je l'ai frappé avec ton marteau. Près de ta boîte à outils, elle n'est plus là, laissant l'autre homme découvrir la scène macabre. » Les premiers intervenants sont arrivés à l'usine en quelques minutes, mais il était trop tard. Amber n'était plus là, victime d'une violence apparente sur le lieu de travail. Je souhaite aborder la situation juridique. DeLong est accusé de meurtre au second degré, mais les autorités du comté envisagent de requalifier en meurtre au premier degré lors de la présentation devant le grand jury le mois prochain. On évoque la prison à vie et les graves problèmes de santé mentale potentiels liés à cette affaire, que nous aborderons aussi. La mort d'Amber a profondément touché des gens dans tout le pays. Accueillons Maître Paul Applebaum, avocat au procès du Minnesota. Merci Paul d'être avec nous. Vous savez, c'est une affaire qui a bouleversé le Minnesota, et bien au-delà. Quelles conversations avez-vous observées, notamment parmi les avocats et autres membres du système judiciaire? Les gens en parlent-ils? C'est vraiment choquant. Oui, c'est la brutalité. Et le fait que cela se soit produit sur un lieu de travail, je pense que ça amplifie encore le choc que les gens ressentent à propos de cette affaire. Et c'est une jeune femme dans un domaine dominé par les hommes, ce qui fait que la plupart des gens supposent qu'elle n'a pas un parcours facile sur le plan professionnel. Donc tout cela est vraiment lié. Les gens sont complètement déconcertés par toute cette situation et se demandent ce que l'avenir réserve à ce type en ce qui concerne son statut légal, faute de meilleure expression. Il était au tribunal le 26 novembre. Son avocat a demandé une évaluation de santé mentale et de compétences. C'est selon la radio publique du Minnesota, et un juge du comté de Wright a accepté à convenu que l'évaluation devait être effectuée. Maintenant, Paul, parle-moi de ça. Parle-moi de la façon dont ces évaluations de compétences se déroulent au Minnesota. Qui est la personne qui rencontre DeLong? Quelles sont les questions? Quelle est l'analyse? Donc, le juge va nommer un enquêteur pour rassembler les faits et lui parler, recueillir tous les rapports de police et tout ce qui pourrait être pertinent pour l'évaluation selon la règle 20 pour le juge. Le prévenu a le droit d'engager son propre enquêteur. Il me semble qu'il n'a pas les moyens de le faire. Donc, ce sera seulement l'évaluateur du juge. Il restera en détention. Un transfert dans un autre établissement pourrait faciliter les rencontres avec lui en lieu sécurisé. L'évaluateur n'est donc pas inquiet pour sa sécurité. Et les deux questions qu'ils vont se poser sont, premièrement, est-ce qu'il comprend le processus dans lequel il est actuellement impliqué? Peut-il participer à sa propre défense? Peut-il parler à ses avocats? A-t-il la capacité d'exprimer comment il souhaite que l'affaire avance? Peut-il simplement participer comme le ferait un prévenu normal? Ensuite, l'autre question qu'ils vont approfondir est, quel était son état mental au moment où cela s'est produit? Et je pense qu'il était évidemment dérangé, mais ce n'est pas la fin de l'enquête. Ce qu'ils doivent déterminer, c'est s'il comprenait la nature de ses actes
Et l'exemple classique à la faculté de droit, c'est un individu qui étrangle une autre personne et il dit au policier qui arrive: «Oh, je croyais que j'essorais un chiffon ou une serviette au lieu d'étrangler quelqu'un. Donc, je ne comprenais pas la nature de ce que je faisais.» Il y a deux étapes différentes, avec à peu près les mêmes questions qui sont posées. Est-ce qu'il sait ce qui se passe? Est-ce qu'il comprend ce qui se passe? Deuxième question. Lors de l'infraction, savait-il la nature de son acte? Pourquoi son avocat a-t-il demandé une évaluation de compétences et pourquoi le juge l'a-t-il accepté? Montrerait-il certains signes? Fait-il ou dit-il quelque chose qui laisse penser qu'il ne comprend pas le processus judiciaire? Il ne peut pas contribuer à sa défense d'une certaine manière? Il ne comprend pas de ce qui se passe? Ou est-ce que c'est plus standard? Est-ce plus courant dans une affaire présumée très brutale et graphique qu'il y ait une évaluation de la compétence? Ou pensez-vous qu'il se passe autre chose? Qui- Non, je pense que vous avez bien résumé ces deux points. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il dit en ce moment qui inquiète l'avocat de la défense au point de l'amener à en parler au juge? Et puis oui, il y a simplement les faits bruts de l'infraction. Donc je pense que c'est évident qu'il doit être évalué. Je doute que l'avocat ait eu beaucoup à faire pour trouver ça. Ce n'est même pas une stratégie, juste une décision, parce que ce serait presque de l'incompétence de la part de l'avocat de ne pas demander que cela soit fait. Et si DeLong refusait que je participe à cette évaluation de compétences, tu as déjà vu ça? Que se passe-t-il alors? Oh oui, la plupart de mes évaluations de ce type se sont faites devant un tribunal fédéral. Il y a aujourd'hui bien plus de cas de santé mentale et de criminalité qu'avant. Mais de toute façon, s'ils décident de ne pas participer, ça n'arrête pas l'enquête. Ils essaient juste de contourner le problème et de rassembler un maximum d'informations des épisodes précédents. Ces dossiers médicaux, parler à la famille et aux amis, mais ils poursuivront la procédure. Cela ne veut pas dire qu'il peut se cacher derrière son silence. Vous l'avez dit plus tôt, selon la loi du Minnesota, il existe une défense pour folie, n'est-ce pas? C'est une possibilité. Je me demande, et vous avez dit que, vous savez, il pourrait enquêter sur les premières étapes de cela pour voir quel était son état mental à ce moment-là. Mais si on prend en compte l'idée, les informations selon lesquelles, vous savez, il aurait dit aux forces de l'ordre qu'il ne l'aimait pas, qu'il prévoyait de faire cela. Après avoir prétendument utilisé une masse pour la battre à mort, il dit à un collègue, à quelqu'un à proximité, qu'il l'a essentiellement fait. Est-ce que cela signifie qu'il reconnaît ce qu'il a fait? Cela met-il fin à l'enquête à ce moment? Pour moi, il mérite une procédure régulière, la présomption d'innocence, etc. Mais ces faits sont dévastateurs pour une défense pour folie. Cela montre une préméditation. Je sais qu'il n'a pas été inculpé pour meurtre au premier degré, mais c'est tout ce que l'avocat peut utiliser. Pourtant, je pense que c'est perdu d'avance. Défense pour folie. Il n'y a qu'1% des affaires criminelles qui invoquent la défense pour folie. Et je crois que seulement 25% de ce 1% aboutissent. Le reste échoue. Donc, c'est un chemin difficile à parcourir. Eh bien, quelque chose qui a attiré beaucoup d'attention après cela, c'est que DeLong fait face à une accusation de meurtre au deuxième degré, malgré le fait qu'il aurait avoué aux enquêteurs avoir tué Amber. Et j'ai vérifié, meurtre au deuxième degré. Et il est écrit que quiconque fait l'une des choses suivantes est coupable de meurtre au deuxième degré et peut être condamné à une peine de prison n'excédant pas 40 ans. Cause la mort d'un être humain avec l'intention de provoquer la mort de cette personne ou d'une autre, mais sans préméditation. Et il y a une autre partie qui ne concerne pas les faits de cette affaire. Et encore une fois, DeLong aurait dit à la police qu'il n'aimait pas Amber et qu'il avait prévu de la tuer. Le procureur Brian Lutz a annoncé qu'un grand jury décidera si les charges contre DeLong seront requalifiées en meurtre au premier degré. Ils devaient se réunir en décembre. Paul, ça semble sérieux, non? Oui, il est coincé ici. Et je pense que parfois, les procureurs menacent de réunir un grand jury et d'examiner le meurtre au premier degré afin de faire avancer le processus et d'obtenir un plaidoyer pour meurtre au deuxième degré. Donc il fait peut-être cela simplement pour attirer l'attention de l'accusé et de son avocat, ou il croit peut-être sincèrement qu'une accusation de meurtre au premier degré correspond mieux aux preuves dans cette affaire. Je pense que cela correspond effectivement aux preuves dans cette affaire, je pense. Mais cela pourrait être différent, car de nombreux facteurs interviennent lors de la négociation d'un accord de plaidoyer. Premièrement, la menace de poursuite pour meurtre au premier degré à l'avenir, essayer d'éviter un procès pour que la famille n'ait pas à traverser tout ce spectacle. Donc c'est peut-être juste un moyen d'inciter tout le monde à résoudre cette affaire, ce qui serait le meurtre au premier degré. Parce qu'une condamnation pour meurtre au premier degré entraîne la prison à vie sans libération conditionnelle. Et au fait, deux choses à ce sujet. Premièrement, si cela devait être une affaire de meurtre au premier degré et qu'elle allait jusqu'au procès,
Le jury aurait-il la possibilité de le déclarer coupable d'un degré moindre, c'est-à-dire du meurtre au deuxième degré? Donc, il est soit coupable de meurtre au premier degré, soit non coupable, et si c'est non coupable, l'enquête s'arrête. Peuvent-ils aussi envisager le meurtre au deuxième degré comme infraction sous-jacente? Ils auront la possibilité de retenir le meurtre au deuxième degré comme infraction moindre incluse. D'accord? La plupart des procureurs, par précaution, vous savez, ils doivent convaincre tout le monde au-delà de tout doute raisonnable. Le verdict doit être unanime. Et il peut y avoir des personnes dans le jury, des exceptions, qui ne voient tout simplement pas un meurtre au premier degré. Sans ce filet de sécurité du meurtre au second degré, le jury risque d'être bloqué et il faudra tout recommencer. Je serais donc surpris qu'ils abandonnent l'accusation de meurtre au second degré après son inculpation. Et d'après ce que je comprends, cela doit passer devant un grand jury. Selon la loi du Minnesota, pour inculper quelqu'un de meurtre avec préméditation au premier degré, il faut passer par un grand jury. Oui, c'est exact, vous ne pouvez pas. Au Minnesota, nous n'avons pas d'audience préliminaire ou de choses comme ça. Le procureur lui-même rédige les charges, puis un juge peut ensuite examiner la plainte pour déterminer s'il existe des motifs raisonnables. Nous avons peu de procédures préliminaires, sauf pour un meurtre au premier degré. Il faut revenir à une méthode traditionnelle, convoquer un grand jury, présenter les preuves et obtenir ou non un acte d'accusation, puis inculper la personne. Dans un autre épisode, je sais que vous parliez de pourquoi il n'a pas été inculpé immédiatement pour meurtre au premier degré après l'acte d'accusation. Ce que le procureur doit faire, c'est trouver un moyen de garder la personne en prison jusqu'à ce qu'il puisse convoquer le grand jury. Il l'inculpe pour meurtre au deuxième degré par plainte, ce qui est plus rapide. L'accusé reste en détention pendant la préparation de l'inculpation pour meurtre au premier degré. C'est juste pour l'écarter de la communauté pendant la procédure. Inculpé pour meurtre au premier degré. Oh, je suis content que tu aies mentionné ça. J'apprécie. Maintenant, ça a du sens. Maintenant, ça a du sens. Et pour être clair, pour passer devant un grand jury, la défense a-t-elle un quelconque rôle là-dedans? Ils attendent juste de voir ce qui va arriver. C'est exactement ça. Comme avocat de la défense, j'ai surtout exercé devant le tribunal fédéral où les grands jurys sont souvent réunis au Minnesota. L'avocat de la défense n'aura aucun rôle devant le grand jury. Ils peuvent en fait envoyer une lettre à l'avocat de la défense en disant « Si votre client souhaite témoigner devant le grand jury, il est le bienvenu pour venir témoigner ». Aucun avocat digne de ce nom ne laisserait son client témoigner devant un grand jury. Donc, c'est une affaire à sens unique. Et très rapidement, avant que je parle un peu plus d'Amber, quelle est une autre défense potentielle ici? Si ce n'est pas la santé mentale, cherche-t-il à empêcher l'admission de la vidéo de surveillance? Est-ce qu'il s'agit de remettre en question la crédibilité de la personne à qui l'accusé aurait prétendument avoué? Cela ressemble à un défi. Mais ces approches cherchent-elles seulement à contester l'admissibilité ou la fiabilité de cette preuve? Donc, les déclarations qu'il a faites à ses collègues vont absolument être admises. Il n'a pas besoin d'être informé de ses droits Miranda avant d'être interrogé ou de parler avec un collègue. Ce n'est donc pas une objection pour écarter ces déclarations comme preuve. La vidéo, tant qu'une personne familière avec les dispositifs de caméra de sécurité peut venir et établir la base pour la vidéo. D'après ce que j'ai lu, on ne le voit pas réellement en train de la frapper. Mais que fait d'autre l'homme pendant qu'il balance la masse vers cette cible hors écran? Et toutes ces choses qui agissent ensemble. Et j'ai déjà été dans cette situation de nombreuses fois où je n'avais aucune défense. Mais je n'ai pas de client qui plaidera coupable, ou je ne reçois aucune proposition pour régler l'affaire. Parfois, tu avances en sachant que tu seras écrasé, mais c'est ton travail. Tu entres et fais de ton mieux. Mais je ne vois aucune stratégie légitime que l'avocat de la défense puisse utiliser concernant la culpabilité, tu sais, coupable ou non coupable au sens classique. Je reviens sur Amber. De nombreux créateurs de contenu sur Instagram et TikTok affirment qu'Amber a contacté 5 fois les ressources humaines pour signaler un harcèlement ou une mauvaise conduite présumée de DeLong. Détail apparemment tiré d'un commentaire sur Reddit. Mais pour être clair, aucune autorité officielle ne l'a confirmé. Paul, au-delà du risque de désinformation ou d'exagération qui circule rapidement en ligne ou sur les réseaux sociaux. Si c'est vrai qu'elle a effectivement porté plainte contre lui, comment cela affecte-t-il l'affaire? Qu'est-ce que cela vous dit? Eh bien, cela se rattache à l'identité de l'auteur qui est déjà clairement établie. C'est une brique de plus dans le mur concernant l'identité de l'auteur. En ce qui concerne une action civile, pour embauche négligente ou manquement à la protection de cette femme sur son lieu de travail, il pourrait très bien y avoir une poursuite civile contre l'entreprise pour ne pas avoir pris de mesures afin de le licencier.
Si assez de traces écrites existent, s'il y a suffisamment de preuves de plaintes antérieures montrant qu'elle craignait vraiment pour sa sécurité, l'entreprise pourrait être tenue responsable. Et j'ai le sentiment qu'ils ont une assurance pour tout ça. Mais tu sais, c'est un autre aspect de toute cette histoire. Et d'ailleurs, quel genre d'impact toute l'attention portée à cette affaire pourrait-elle avoir? Je veux dire, les gens suivent, les gens s'investissent dans cette affaire. Je vais en dire un peu plus sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. J'ai d'abord pensé, sera-t-il difficile d'obtenir un jury juste et impartial dans ce type d'affaires? Oui, c'est un bon point, je n'y avais pas pensé. Ils vont sûrement demander d'eux. Ils demanderont sûrement de déplacer le procès dans un autre comté moins exposé médiatiquement. Essayer d'obtenir un jury pouvant oublier tout ce qu'il sait sur l'affaire et écouter les preuves sans préjugés sera sans doute leur première démarche. Ce n'est pas toujours la chose la plus facile à faire, pourtant, beaucoup de juges, souvent, c'est pour des raisons pratiques, comme le fait qu'ils ne veulent pas devoir assister à un procès d'1 mois loin de chez eux. Ils hésitent à le faire, car déplacer un procès est une tâche énorme. Je l'ai tenté plusieurs fois. Je me souviens avoir fait déplacer un procès en raison de la couverture médiatique préalable. Mais c'est un aspect important auquel je n'avais pas pensé avant que nous commencions cette conversation. C'est un très gros problème pour les avocats de la défense. Soyons clairs, beaucoup en parlent. Qu'elle est signalée de longue aux ressources humaines ou non, des groupes de défense et des syndicats dénoncent l'injustice et affirment qu'on aurait pu mieux la protéger. Selon les statistiques citées par l'organisation de presse indépendante 19th News, les femmes représentaient seulement environ 6% des soudeurs dans le pays. Ils affirment que la faible représentation expose souvent les femmes au harcèlement ou à l'humiliation. Angie Cassé, charpentière en Caroline du Nord, a déclaré vouloir encourager les jeunes femmes à choisir les métiers manuels. Mais cet incident la rend hésitante. Citation: « Elle a fait tout ce que nous attendons de ses filles. Elle a suivi un programme de soudure au lycée, elle est allée dans un collège communautaire. C'est simplement un rappel brutal qu'il reste beaucoup de travail à faire pour savoir comment mieux défendre et s'assurer que ces jeunes femmes sont en sécurité. » Le coprésident du groupe de travail sur les femmes et les défenseurs de l'égalité des droits a expliqué à 19th News que leur plaidoyer vise à informer les femmes sur la façon de déposer des plaintes ou des poursuites contre des individus ou employeurs. Janelle Dejean a indiqué aux médias que souvent, les travailleuses ignorent le bon canal à utiliser et craignent des représailles. Maintenant, Paul, nous savons qu'il est très important de connaître ses droits sur le lieu de travail. Ici, il s'agit de quelque chose de plus. Oui, je pense que oui, tu peux remplir les papiers et attendre la décision de l'entreprise. Et je suppose que tu pourrais contacter le bureau du procureur général du Minnesota qui peut enquêter sur les violations des droits de l'homme. Mais nous savons tous, d'un point de vue pratique, que ce n'est pas la fin de la situation. Tu pourrais subir des représailles, des collègues, commentaires, harcèlement, dégradation de tes affaires ou de ton équipement. Je veux dire, je pense qu'il faut énormément de courage à une femme pour entrer dans cet environnement dominé par les hommes et essayer de faire carrière. Donc, je trouve que c'est vraiment écœurant quand des gens harcèlent et intimident quelqu'un qui ne peut peut-être pas se défendre parce qu'il est minoritaire dans une entreprise. Je doute qu'il y ait une autre soudeuse ici. Elle était donc totalement seule dans cette histoire. Et ses collègues peuvent ou non être sensibles à sa situation. Il existe une mentalité de « les garçons resteront des garçons », surtout dans les métiers manuels, ce qui aggrave la tragédie. Qu'elle est en quelque sorte une pionnière, n'est-ce pas? Et elle fait un travail qui est physiquement très difficile. Je suppose qu'elle est plus petite que la plupart des soudeurs masculins. Le travail était exigeant et elle subissait aussi des remarques désobligeantes. Désolé d'utiliser une vulgarité, mais devoir être embêté par des collègues ou par des collègues qui savaient que cela se passait et qui n'ont pas pris de longue à part pour lui dire « Écoute mec, ça ne va pas se passer comme ça ici. Tu arrêtes ça. » et être un allié pour elle. C'est vraiment troublant, vous savez, c'est une jeune femme. C'est horrible. Laissez-moi vous dire ceci, d'accord? La radio publique du Minnesota indique que l'Association nationale des femmes dans la construction a tenu une réunion sur la violence sexiste au travail après la mort d'Amber. Selon sa famille, Amber est tombée amoureuse de la soudure au lycée, a étudié au collège technique et communautaire d'Alexandria, terminé un programme de soudage de 10 mois, puis a été embauchée chez Advanced Process Technologies. Selon ses collègues, Amber était une soudeuse remarquable, entièrement dévouée à son métier. Certains ouvriers estiment que le meurtre d'Amber permet de sensibiliser sur ce que vivent certaines femmes dans le milieu ouvrier. Si la simple présence d'une femme sur un chantier te met tellement en colère que ça te pousse à une rage meurtrière, tu dois partir.
Tu dois régler tes problèmes. Ce n'est pas la faute de la femme si, malgré son travail exemplaire, elle a été assassinée. Et des gens sur tous les réseaux sociaux partagent leurs hommages à Amber. Ils encouragent leurs collègues artisans à porter du bleu en son honneur. De nombreuses femmes racontent leurs expériences dans des métiers comme la soudure, la construction ou la mécanique. Et une collecte de fonds pour la famille d'Amber a permis de récolter plus de 100 000 $, ce qui est incroyable. Mais c'est aussi devenu un endroit où les gens peuvent présenter leurs condoléances, en particulier les autres femmes travaillant dans les métiers. Par exemple, une personne qui a fait un don a commenté « Femme soudeuse ici, nous te voyons. Repose en paix ». Un autre message dit « Nous ne nous connaissions pas, mais étions sœurs de métier. Mon cœur souffre pour ta famille et la vie que tu n'as pu finir. Que ta famille trouve du réconfort en ce deuil. Tes sœurs de métier penseront à toi. Nous ne t'oublierons pas. » Il y a aussi eu ce message émouvant d'une femme soudeuse à une autre, que tes arcs dans le ciel retombent sur terre comme des étoiles brillantes. DeLong doit revenir au tribunal en janvier, l'affaire se poursuivant. Mais Paul, tu sais, l'impact humain de tout cela, l'impact qu'a eu la mort d'Amber, est vraiment remarquable. En vieillissant en tant qu'avocat, pour le meilleur ou pour le pire, je me concentre beaucoup plus sur les victimes, sur ce qu'elles traversent, sur le pourquoi, le comment cela a pu arriver. Je devrais probablement me concentrer davantage sur mes clients, mais je prends aussi le temps de réfléchir à comment tout cela a pu se dérouler sans que personne ne voie aucun signe. Je ne blâme personne, mais comment ce type a-t-il pu passer inaperçu pour faire ça? C'est terrible. Et surtout une femme courageuse qui a tracé sa voie dans une carrière d'homme comme celle-ci. Nous avons tous des filles et imaginant qu'elles puissent subir le même traitement, être harcelées ou même assassinées, vous refusez simplement d'y penser. C'est choquant. C'est difficile même d'imaginer qu'une chose pareille puisse arriver. Selon la loi, il est innocent jusqu'à preuve du contraire et pourra présenter sa défense. Mais quand on regarde les preuves dans cette affaire et qu'on considère tout ce qui a été présenté encore une fois, on revient à cette question. Comment cela a-t-il pu arriver? Cela aurait-il pu être évité? L'impact de sa vie et de sa mort est remarquable. Paul Applebaum, merci beaucoup pour votre temps, je vous suis reconnaissant. Merci de m'avoir invité. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez me suivre sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber. Je vous parlerai la prochaine fois.